bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV, 78 actualités et idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le programme de ce 14 janvier. Un projet d'envergure qui devrait se concrétiser dès cette année à Saint-Germain-en-Laye. Le grand bassin du domaine national va reprendre vie. La première pierre a été posée ce jeudi en présence de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Le 15 janvier 2002, l'équipe de Formule 1 Prost GP basée à Guyancourt est mise en liquidation judiciaire. 20 ans après, retour sur cette aventure qui aura duré 4 ans avec 3 podiums décrochés en Grand Prix. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie dans les Yvelines pour samedi et dimanche, c'est dans la deuxième partie de cette émission. Et ce sera bien sûr avec mon acolyte du vendredi, Bichente Maria Santisteban. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Quelles sont les suggestions du jour ? Aujourd'hui, Grégory, on va apprendre ce que c'est que l'entomophagie. On va aussi fêter un anniversaire, les 400 ans de quelqu'un. Et enfin, on va bruncher. Et ce sera tout à l'heure, bien sûr, dans le 7-8 Week-end. Un taux d'incidence proche des 3500 cas pour 100 000 habitants dans les Yvelines et dans le même temps de grandes files d'attente pour se faire dépister contre le Covid-19 face à la déferlante du variant Omicron. Le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines se transforme en centre de tests géant. Annonce de l'agglomération. Dès lundi, le site sera en capacité de réaliser 500 tests antigéniques par jour. 30 000 en tout ont été commandés en urgence. Ces tests seront accessibles uniquement sur rendez-vous. À prendre sur la plateforme Doctolib, ils seront à réaliser dans un espace du vélodrome dédié du lundi au vendredi de 9h à 15h. Par ailleurs, l'agence régionale de santé indique que d'autres lieux de dépistage vont ouvrir au centre de vaccination de Saint-Cyr-l'École à Poissy et via 3 vaccibus du département qui sillonnent le territoire yvelinois. Les travaux devraient prendre fin au printemps pour une inauguration en septembre. Le grand bassin du domaine national de Saint-Germain-en-Laye va être recréé. Commandé par Louis XIV à Le Nôtre, le projet n'avait pas pu être achevé avec le départ de la cour vers Versailles. La première pierre a été posée ce jeudi en présence de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et sur place, Mélanie Poquet et Laura Lego. Faire revivre la perspective des loges, le domaine national de Saint-Germain-en-Laye va voir renaître son grand bassin, un projet initié par Louis XIV pour donner de l'éclat au jardin de la résidence royale. L'enjeu principal, si vous voulez, c'est la restauration d'une image très forte qui est celle de la perspective de Le Nôtre, qui avait été dénaturée par la disparition du bassin. Et donc la composition va être retrouvée. On avait une composition triangulaire avec 2 petits bassins proches du château et un très grand bassin dans l'axe de la perspective des loges. Des travaux débutés il y a déjà plusieurs mois avant la recréation du bassin. La première pierre a été symboliquement déposée le jeudi 12 janvier. Un chantier rendu possible grâce à l'arrivée du tram 13 et une correspondance avec le RER A. C'est une prouesse technique considérable parce qu'on voit bien que les structures de transport sont à Arnaud à 1 mètre pratiquement. Ah oui, 1 mètre de profondeur et demande des travaux architecturaux extrêmement précis, extrêmement complexes, donc coûteux. C'est effectivement 6,55 millions d'euros pour restaurer, pour remettre cette pièce d'eau. Le projet voit le jour grâce à un financement collectif. Le ministère de la Culture, la ville de Saint-Germain-en-Laye, le département des Yvelines, la région Île-de-France et des mécènes privés. La particularité de ce domaine, c'est qu'avec l'arrivée du tram, on va faire une jonction entre le domaine et le parc de Saint-Germain jusqu'au parc de Versailles. C'est unique, on recrée un axe majeur de notre département et donc bien évidemment ça va redonner beaucoup de lustre et d'attractivité au domaine. Un projet qui devrait prendre fin au printemps prochain. L'inauguration de l'édifice est prévue le 17 septembre 2022 à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Autre déplacement ministériel ce vendredi dans les Yvelines, celui de la secrétaire d'État Sarah El Haïry. Elle est venue rendre visite à la maison des associations de Versailles pour échanger avec les associations sur l'application du cadre sanitaire dans les structures ainsi que sur les conséquences du virus sur les structures qui sont composées bien sûr de bénévoles, ces associations. Une actualité, une semaine surtout riche en actualité dans les Yvelines. Que faut-il retenir ? On vous résume le tout en 78 secondes. Le projet de loi sur le pass vaccinal entraîne une vague de violence contre les élus. 60 auraient été menacés de mort depuis le début de l'année, selon le ministère de l'Intérieur. Des députés des Yvelines ont également été visés. Le masque en extérieur n'est plus obligatoire dans le département. Le tribunal administratif de Versailles a suspendu l'arrêté du préfet des Yvelines. Une mesure qui portait une atteinte excessive à la liberté individuelle, a jugé l'instance. Grève inédite pour dénoncer le protocole sanitaire dans les écoles. Les syndicats d'enseignants appelaient à débrayer. Mouvement soutenu par les chefs d'établissement, les inspecteurs et les parents d'élèves. 300
200 personnes ont manifesté devant la préfecture à Versailles. Près d'un enseignant sur 2 du premier degré était mobilisé dans l'académie selon le rectorat. De nombreux maires sont également non contents du protocole dans les écoles. 37 édiles des Yvelines ont écrit au Premier ministre Jean Castex pour demander des changements. Ils souhaitent notamment un allègement de la charge de travail pour les directeurs et enseignants et aussi la livraison rapide d'autotests et de tests salivaires. Depuis lundi, votre pass Navigo est également un sésame culturel. Il vous permet d'obtenir des réductions dans plus de 300 sites franciliens, 21 lieux dans les Yvelines, 4 millions de personnes sont concernées. Et puis l'Yvelinois Jean-Pierre Garcin a conclu son 23e Dakar. Il était le copilote de Lionel Bos sur PH Racing. Le duo termine à la 31e place du classement des autos, dominé par le Qatarien Nasser Al-Attiyah. C'était il y a 20 ans, le 15 janvier 2002, l'équipe de Formule 1 Prost GP basée à Guyancourt était mise en liquidation judiciaire avec une dette de 30,5 millions d'euros. Et l'écurie dirigée de 1997 à 2001 par Alain Prost aura décroché 3 podiums. Retour sur cette histoire avec Mickaël Elmidor. Les pièces de la P02 sont par exemple réalisées en ce moment dans l'atelier derrière nous. Vous êtes ici au contrôle de qualité, qu'est-ce qu'on y fait? On fait le contrôle de toutes les pièces qui sont montées sur la voiture. C'est-à-dire ça va de la petite randelle en passant par les boîtes de vitesse. À partir du moment où on n'a pas une sécurité à tous les niveaux, il n'est pas question de prendre le moindre risque, qu'il soit financier, qu'il soit moral, qu'il soit à tous les niveaux. L'arrivée des grands constructeurs Renault en état, c'est sûr, fait que les moyens sont complètement disproportionnés. C'est devenu un championnat de grands constructeurs. Pour trouver des financements, des sponsors, c'est aussi beaucoup plus difficile. La situation économique n'aide pas. Le fait qu'il y a eu pas mal de fusions-acquisitions dans les années passées non plus, donc ça diminue le nombre. Ça commence avec des lots comme des éléments de carrosserie qui sont plutôt des souvenirs pour des amateurs ou des passionnés de la Formule 1 et de l'écurie Prost. Donc c'est des éléments qui feront 500 €, enfin entre 100 et 500 €. Tout le monde pourra y trouver une pièce, un aileron, un triangle, un élément personnalisé Prost. Votre rubrique Legal Checking à présent pour vérifier ce que disent les acteurs de l'actualité. Raphaël Mata-Duvigneau du collectif des surligneurs décrypte des propos qui ont fait grand bruit, ceux du président de la République sur les non-vaccinés. Pour Emmanuel Macron,
Un irresponsable n'est plus citoyen, dit-il à propos des personnes non vaccinées. Heureusement pour nous, l'irresponsabilité n'est pas un critère légal de non-citoyenneté. Les mots du président de la République nous interpellent. En droit, est citoyen celui qui, principalement, est ressortissant d'un État dont il détient la nationalité et qui bénéficie, à ce titre, du droit de participer activement à l'exercice de la souveraineté, soit à travers ses représentants, soit directement par référendum. On le constate, la vaccination n'est pas, en tout cas pas encore, sauf à modifier la Constitution et le Code civil, n'est pas un critère de nationalité. Changeons alors d'angle d'attaque. Un irresponsable serait-il plutôt un mauvais citoyen ? Cette notion existe indirectement en droit, puisque celui qui viole gravement ses devoirs de citoyen peut être déchu de sa nationalité. Le Code civil énumère en effet différents cas de citoyens indignes de la nationalité française, comme ceux condamnés pour des actes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou condamnés pour des actes de terrorisme. Un citoyen peut également perdre ses droits civiques, droit de vote, droit d'éligibilité, s'il est condamné pénalement à ce titre. Donc à ce jour, aucun fondement juridique ne permet d'intégrer les non-vaccinés dans la catégorie fictive des mauvais citoyens, sauf, je le répète, à créer des infractions pénales spéciales, ce qui serait, n'en doutons pas, assez problématique sur le plan juridique et moral. Sous la Terreur, le tribunal révolutionnaire orientait aimablement les mauvais citoyens, jugés comme tels, vers la guillotine. Malheureusement, cette option n'est plus envisageable aujourd'hui. On doit donc se rendre à l'évidence. Un président reste juridiquement en charge de tous ses citoyens. Il ne lui reste plus qu'une solution, emmerder les non-vaccinés avec différentes tracasseries administratives. Si juridiquement cette solution est réaliste et concrète, sur le plan des symboles, en revanche, un président ne devrait pas dire ça. Allez, on sort à présent dans les Yvelines dans ce 7-8 week-end. Bichente Marien Santisteban de retour en plateau pour vous livrer sa sélection. Déjà un anniversaire important qu'on fête ce week-end et cette année, celui de Molière, et on le célèbre aussi à Versailles. Oui, à l'occasion des 400 ans de sa naissance, l'espace Richaud accueille l'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale du 15 janvier au 17 avril prochain. Elle retrace la vie mais aussi l'héritage culturel du dramaturge qu'on ne présente plus. Reportage. Il y a 400 ans, Jean-Baptiste Poquelin voit le jour à Paris. Sur scène, il deviendra Molière, l'un des plus grands hommes de théâtre français. Cette œuvre est une maquette en volume et à l'échelle de la tentative de reconstitution du décor du malade imaginaire conforme à ce qu'on sait de la création par Molière en février 1673. Cette maquette est l'une des 400 œuvres de l'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale. Elle investit à partir du 15 janvier l'espace Richaud de la ville de Versailles. Dans cette exposition, vous pourrez voir des éléments patrimoniaux, des grandes peintures officielles, des sculptures, des gravures, quelques documents authentiques, notamment une ordonnance signée par le roi donnant à Molière l'exclusivité de l'exploitation d'une de ses pièces, le malade imaginaire. Ce n'est donc pas par hasard que Versailles a choisi d'accueillir cet événement. Molière a joué plusieurs de ses pièces dans les jardins du château. Il était proche de la cour et notamment du roi Soleil. Il y avait un tel rapport de confiance entre Molière et le roi Louis XIV qu'à un moment, il y avait une sorte d'exclusivité théâtrale. 4 siècles nous séparent de son œuvre. Pourtant, le dramaturge est toujours sur le devant de la scène. Il est devenu un véritable mythe, repris au théâtre, mais aussi au cinéma ou en dessin. On a voulu donner toute leur place aussi à des œuvres contemporaines, actuelles, un graffiti de rue représentant un village de Molière, un roman graphique, une bande dessinée, du cinéma, de façon à montrer que Molière est toujours vivant, qu'il est parmi nous et qu'il reste une source très féconde d'inspiration, non seulement au théâtre, mais également dans toutes sortes de modes d'expression artistique et de culture même, y compris très populaire. L'exposition prendra fin le 17 avril prochain. Elle laissera place en juin au Mois Molière, le festival de théâtre et de musique à Versailles. Séquence interview à présent dans ce 7-8 week-end. Votre invitée aujourd'hui, Bichente, elle est entomologiste. En effet, Grégory, l'entomologie, c'est la partie de la zoologie qui traite des insectes. L'objectif, apprendre et qui plus est, c'est encore mieux en s'amusant. Et donc, nous recevons Caroline Pic, entomologiste et animatrice à la Maison des Insectes de Carrières sous Poissy. Bonjour. Bonjour.
Pour ceux qui ne connaissent pas la Maison des Insectes, vous êtes donc situé dans le nord des Yvelines, à Carrière-sous-Poissy, plus précisément au niveau du parc du Peuple de l'Herbe. Chez vous, on retrouve une exposition notamment permanente présentée par l'OPIE, donc l'Office pour les insectes et leur environnement, dans un but pédagogique de sensibilisation aux petites bestioles. Mais il y a aussi des événements plus ponctuels organisés. Par exemple, vous ouvrez un dimanche par mois, et c'est donc ce dimanche. Ce qui sera mis à l'honneur, c'est la relation entre les hommes et les insectes. Pour commencer, donc, vous parlerez d'entomophagie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'entomophagie, en fait, c'est le fait de manger des insectes. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus. On dit qu'on risque d'y venir à un moment, etc., dans nos pays européens. Et là, l'idée, c'est de discuter avec un spécialiste, donc avec Philippe Le Gall, qui est administrateur à l'OPI, donc à l'Office pour les insectes, et qui est, lui, spécialisé dans l'entomophagie et qui va venir présenter un peu son métier, qu'est-ce que l'entomophagie et quel avenir il y a sur l'entomophagie sur ce dimanche-là. Il abordera quelle thématique, puisque on ne va pas lui voler toute sa présentation, mais dans les grandes lignes, il parlera des bienfaits pour l'homme. Il va parler de l'entomophagie déjà à travers le monde, un petit peu comment ça se fait, quelles espèces sont utilisées en entomophagie, et puis voilà, comment ça va s'installer ou pas d'ailleurs en France. Oui, l'entomophagie, ça peut avoir un avenir pour l'alimentation, justement. C'est un peu l'alimentation du futur, on peut le voir comme ça ? Je ne sais pas si on peut le voir comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui va être traité dimanche par Philippe. Il y aura aussi du coup des ateliers tout au long de la journée proposés en continu, c'est ça ? C'est ça. En fait, il y aura 2 temps d'échange avec Philippe, donc à 14h30 et à 16h30. Et sinon, la Maison des Insectes, elle, est ouverte entre 11h et 18h en continu. Et donc, l'équipe d'animation de l'OPI va proposer des jeux, des ateliers tout autour de l'entomophagie et qui sera à destination des tout-petits comme du public adulte. Il y en a vraiment pour tous les âges sur cette journée-là. Aujourd'hui, quelle est la vocation de la Maison des Insectes de sensibiliser sur le monde des petites bestioles ? C'est par rapport à la peur qu'ont les gens des fois vis-à-vis des insectes. Pourquoi, du coup, la Maison des Insectes ? Voilà, alors la Maison des Insectes, elle a été pensée comme ça. En tout cas, on a voulu travailler sur les idées reçues qu'on se fait sur les petites bêtes. Donc, les petites bêtes, ça fait peur, les petites bêtes... ça grouille, c'est méchant, etc. On a voulu vraiment travailler tout ça. Et donc, la Maison des Insectes est vraiment là pour vivre une expérience avec les insectes et rencontrer des insectes vivants. L'objectif, justement, c'est sensibiliser de manière ludique. Ça se fait en famille ? C'est ça, en famille, entre amis. Et il n'y a vraiment pas d'âge pour découvrir les insectes. On a l'impression que parce qu'on est adulte, on sait déjà tout. Mais en fait, il y a plein de gens qui en ressortent en ayant appris déjà plein de choses sur les insectes en venant nous voir. Vous avez combien d'insectes à la Maison des Insectes, justement, à Carrière-sous-Poissy ? On a une quinzaine de terrariums d'insectes vivants. Donc en nombre d'individus, ça fait beaucoup parce qu'ils vont être certains terrariums, il peut y avoir une vingtaine ou une trentaine d'individus par terrarium. Et on a aussi une volière à papillons où il y a une quarantaine d'individus à l'intérieur. Vous êtes en plus situé juste à côté du parc du Peuple de l'Herbe. Est-ce que l'idée c'est ça, c'est de venir se sensibiliser autour des insectes à la Maison des Insectes et ensuite découvrir par soi-même dans le parc ? Voilà, en fait, la salle d'exposition donne sur le parc du Peuple de l'Herbe, donc c'est-à-dire qu'on a vu sur le parc. Bon là, même si c'est pas trop la période, mais l'idée c'est que à la Maison des Insectes, on va rencontrer des insectes tropicaux, donc qui viennent d'un petit peu partout, et de faire le parallèle avec ceux qu'on trouve par chez nous et d'inciter les gens à aller voir dans leur jardin, sur leur balcon, dans le parc, à l'école, les petites bêtes qui s'y trouvent. Et donc rapidement, vous avez d'autres thématiques prévues pour 2022 sur des événements ponctuels, un dimanche par mois par exemple ? Et du coup, voilà, un dimanche par mois, sauf pendant les vacances où là on reste fermé, toute l'année va être orientée sur vraiment la relation entre les petites bêtes et les hommes. Donc en mars, par exemple, on va traiter de la relation aux non-insectes et notamment aux araignées. On va avoir des sorties nature sur le parc. On va avoir aussi une conférence sur comment est vu l'insecte dans la protection de la nature, les idées reçues qu'on se fait sur notre relation entre les hommes et les insectes, comment l'abeille est utilisée par l'homme aussi, notamment en apiculture. Voilà tout ce qu'on va aborder cette année, c'est vraiment tourné autour de notre relation au monde des insectes. Et donc tout ça se passera à la Maison des Insectes de Carrière-sous-Poissy. Merci beaucoup Caroline Pic d'avoir été avec nous par visioconférence. Je le rappelle donc ce dimanche, une journée
entière consacrée à la relation entre les hommes et les insectes, la première de l'année. Pour les tarifs, c'est le prix de l'entrée normale, donc 7 € et gratuit pour les adhérents. Merci à votre invité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Caroline Pic. On a parlé d'entomophagie, Bichente, c'est le fait de manger des insectes. On va rester dans l'alimentation avec quelque chose de plus habituel pour les Yvelinois. Oui, Grégory, on est rentré dans notre période hivernale. Et qu'est-ce qui fait le plus plaisir en hiver quand il fait bien froid que de se lever tard et se préparer un bon brunch, Grégory? Oui, effectivement, c'est l'un des musts de l'hiver, on peut le dire. Ce qui fait encore plus plaisir, c'est de ne pas le préparer du tout et de se le faire servir. Au Ménil-Saint-Denis, l'épicerie Rose et Léon propose tous les samedis son brunch spécialement habillé aux couleurs et aux saveurs de l'hiver. C'est Alice Jorda, la gérante, qui nous le présente. Regardez. Bonjour, bienvenue chez Rose et Léon, je suis Alice. On a créé l'épicerie il y a quelques temps et on organise des brunchs tous les week-ends. Donc on va vous faire découvrir aujourd'hui ce qu'on propose aux couleurs de l'hiver. On est en plein froid, il gèle dehors et on propose des choses vitaminées, gourmandes, c'est le mot d'ordre d'un brunch. Et donc là avec un petit clin d'œil encore plus gourmand que d'habitude puisqu'on va avoir des couleurs connotées, donc du coup hivernales, fruits et légumes de saison bien entendu. Alors, je vous présente ce qu'on sert pour nos brunchs habituellement, quelle que soit la saison. On a bien sûr la charcuterie. Nous, on travaille beaucoup de charcuterie étrangère, espagnole, corse, italienne. On a le fromage, bien évidemment. On est sur des pâtes dures, des pâtes pressées, pour convenir à tous les goûts, du chèvre, de la vache, etc. Et du coup, en cette pleine saison hivernale, on aime bien proposer des brioches qui vont être à la cannelle, que vous avez là, qui vont délicieusement bien avec le chai latte, qui est une boisson lactée au lait végétal épicé. Ce qu'on propose également et qu'on peut faire toutes les variantes selon la saison, c'est ce qui va être au chocolat. Et là, on fait des choses aux amandes et aux noix, c'est une babka. Donc là, celle-ci est au chocolat, amandes, noix et noisettes. On peut faire aux pralines roses, on peut faire à plein de choses, plein de goûts, varier les chocolats, etc. Ça, c'est ma préférée parce qu'elle est très sucrée et du coup, le chocolat noir compense un petit peu et c'est délicieux. Encore pour la partie sucrée, on travaille les fruits et légumes de saison. Donc là, on est sur le citron avec des petites verrines, avec une base sablée, un lemon curd, donc c'est une crème au citron surmontée de petites meringues. Ce que j'ai pas monté là parce que c'est encore en cuisson au four, c'est tout ce qui va être la partie chaude qui est essentielle dans un brunch. Nous on fait beaucoup les œufs cocottes, donc soit avec une chips de lard, soit avec une tranche de saumon fumé et tout ce qui va être minute. Donc on fait vraiment devant les gens ou qu'on monte à la demande. C'est tout ce qui va être pancake au potiron ou à la courge, ça c'est comme on veut, surmonté d'une petite crème aux herbes et ça c'est très très chouette. Donc on vous attend tous les samedis chez Rose et Léon. Le brunch est prêt, là où je vous ai présenté un brunch pour 8 personnes aux saveurs de l'hiver avec des produits de saison. Bon là c'est pour 8 personnes mais ça donne presque envie de manger tout seul, Grégory. Donc j'ai très très faim après ce sujet, Bichente. Pour découvrir ce brunch, donc rendez-vous chaque samedi à l'épicerie Rose et Léon. Là c'était un brunch pour 8 donc, mais c'est adaptable si vous êtes moins, bien entendu. Pour le prix c'est 25 € et mieux vaut réserver avant. On va terminer avec d'autres idées de sortie, un agenda à venir et une exposition, Bichente. Oui, une expo artistique et scientifique du côté de la Selle Saint-Cloud. Son nom, des arbres et des hommes. Pour les amoureux de la nature et les fascinés comme moi de ces grands anciens de la forêt, 10 artistes présentent photos, peintures, dessins, broderies et gravures pour témoigner de la beauté et des secrets de ces géants de la nature. On y retrace aussi les relations entre eux et nous, humains, les bienfaits qu'ils nous apportent. Début ce samedi 15 janvier du côté du salon de l'Hôtel de Ville et l'expo reste jusqu'au 6 mars prochain avec des ateliers découvertes et créations pour les familles prévus les 23, 24 et 25 janvier. Ceux qui veulent écouter de la musique, un concert à Bougival. 5 musiciens franciliens investiront le théâtre du Grenier pour rendre hommage à la célèbre troupe de Freddie Mercury Queen. 3 heures de show, rien que ça pour un moment unique, le vendredi 21 janvier prochain à 20h45. Le billet plein tarif est à 16 €. Réservation sur le mail réservation.grenier@ville-bougival.fr.
idéal pour bien terminer la semaine. Voilà, grâce à Bichente, vous savez comment bien terminer la semaine et vous avez aussi des idées pour la semaine d'après. On va l'appeler Bichente les bons tuyaux dans cette émission qui vous donne chaque semaine sa sélection d'idées de sortie. Merci Bichente d'avoir été avec nous et merci pour votre sélection. C'est déjà la fin de ce 7-8 week-end. Merci de nous avoir suivis. L'information locale revient dès lundi en direct à 18h avec le journal de la rédaction et d'ici là, passez un excellent week-end sur TV78.